Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et donc vous commencez cette chronique en continuant à nous parler de la mort de Jean-Marie Le Pen. Et oui, ravi de vous retrouver pour cette année 2025 qui commence assez mal avec la disparition du menhir de la politique Jean-Marie Le Pen et dont les gauchistes se sont réjouis comme des lâches, comme on pouvait l'attendre. Et côté présidence, on se rend compte que c'est à peine mieux en écoutant la charge de Florent Philippot contre le communiqué de l'Élysée. Un communiqué de la présidence de la République qui parle de Jean-Marie Le Pen, figure historique, je cite, de l'extrême droite, qui a joué un rôle dans la vie publique de notre pays pendant 60 ans, qui révèle désormais du jugement de l'histoire. Que gardera l'histoire de Jean-Marie Le Pen? Et tout d'abord, que pensez-vous de cette réaction de la présidence de la République? Je pense qu'à la fin, le jugement de l'histoire sera beaucoup plus sévère avec Emmanuel Macron qu'avec Jean-Marie Le Pen. Si je dois répondre très honnêtement à votre communiqué, je pense que le jugement de l'histoire sera extrêmement sévère avec Emmanuel Macron. Parce qu'au moins, Jean-Marie Le Pen, lui, n'a pas trahi son pays à de nombreuses reprises. Voilà, pour le reste, écoutez, oui, les historiens feront le travail. Oui, chacun en pense ce qu'il souhaite. Ça s'appelle le débat démocratique. Et moi, j'ai eu des points de divergence forts avec lui. Et j'ai aussi l'honnêteté intellectuelle et humaine de reconnaître qu'il est un homme qui était manifestement très attaché à son pays. Et la mort de Jean-Marie Le Pen va certainement nous faire regretter le temps où des politiques de cette trempe pouvaient prétendre diriger la France. Mais pour l'instant, nous devrons nous contenter de ce gouvernement nommé à la hâte pendant cette période de Noël. Et autant dire que ça commence fort, comme ici sur France Inter. Jean-Noël, bonjour. Oui, bonjour France Inter et merci de me prendre à l'antenne. Je voudrais dire à Monsieur Valls qu'il a participé sous Hollande à la destruction de la gauche, qu'il a trahi le PS et son candidat Benoît Hamon, qu'il s'est exilé en Espagne et s'est fait jeter, qu'il cherche à se rallier à Macron et n'a pas été élu. Vous devriez avoir honte. Vous êtes le pire des traites, Monsieur Valls. Toute la France a honte de vos comportements. Vous êtes pire qu'un étron. Jean-Noël, s'il vous plaît, je vous coupe. Les insultes n'ont pas leur place sur cette antenne. Par ailleurs, ce n'était pas la question qui était prévue puisqu'il y a, vous le savez, un filtrage au standard de France Inter. Et en fait, que l'on écoute France Inter ou pas, il est quasiment impossible de trouver ne serait-ce qu'un auditeur favorable à la nomination de Manuel Valls. Et il en est de même sur RMC. Bien sûr. Écoutez, j'en peux plus de ces gens-là. J'en peux plus. Les donneurs de leçons, le mec, il prend une fessée en Catalogne, il revient. Pourquoi ? Parce que la soupe est bonne, en fait. Et moi, j'en peux plus de ces gens-là. Les doubles discours, les trahisons. Il signe une charte avec le PS, il va trahir son propre camp en soutenant pas Hamon. Mais c'est tout ce que les Français ne peuvent plus voir, voir. On peut plus les encadrer, ces gens-là. Et moi, j'ai du mal. J'ai pas de la haine, mais j'ai du mal à les encadrer, ces gens-là. Ça bouffe à tous les râteliers. C'est-à-dire que quand vous dites ça, c'est-à-dire que vous ne supportez plus ce manque d'intégrité politique. C'est ce que vous voulez dire, quoi, David. C'est le recyclage en permanence. Vous voyez, le gouvernement, on n'a que des ministres recyclés. On peut me parler de Retailleau, il est sénateur. Il y a des lois qui sont proposées par le RN à l'Assemblée. Il dit oui, c'est bien, machin, c'est pas voté. En fait, ils ont tous un double discours. Ça me dégoûte, moi. Profondément, ça me dégoûte. J'en peux plus de ces gens-là. Oui, vous avez fait votre temps. Mais barrez-vous! Et les journalistes se demandent encore pourquoi tant de haine contre le désormais ministre des Outre-mer. Entre mensonges, trahison et opportunisme, Manuel Valls incarne parfaitement l'archétype du politicien prêt à tout pour le pouvoir. Et beaucoup ne se sont pas gênés pour compiler ses meilleurs faits d'armes. Benoît Hamon l'a emporté, nettement. J'ai depuis toujours le sens de la loyauté. Je suis profondément attaché au respect des engagements pris. Et donc, je voterai pour Emmanuel Macron. J'en ai un peu assez, ce procès en trahison, vous n'avez pas tenu vos engagements, blablabla. Vous êtes l'un des hommes politiques français les plus détestés. Mais comment peut-on dire ça ? Si vous échouez à Barcelone, vous arrêtez la politique ? Ah oui, c'est un choix de vie. En revanche, la question c'est, est-ce que vous restez à Barcelone ? Oui. Il est de retour en France. Manuel Valls, bonsoir. La chute, la haine, la vraie haine. Vous avez perdu en quelques mois une épouse, une popularité, une situation. Certains vous voient parfois comme un pestiféré. C'est ce qu'on appelle une chute. Voilà, et un élément beaucoup moins drôle et sérieux a récemment circulé sur les réseaux.
celui de cet ancien du renseignement intérieur, Bernard Squarcini, interrogé par la chaîne YouTube Thinkerview et qui dévoile les manquements graves de l'ancien Premier ministre Manuel Valls sur la vague d'attentats qu'a connue la France en novembre 2015. Quand Ali Mamlouk me fait appeler en disant « j'ai la liste des djihadistes français qui sont sur le territoire syrien, viens la chercher ». Je dis « non mais moi je suis plus aux manettes, voilà et tout ». Donc j'appelle Patrick Calvar qui est mon successeur, qui me rappellera, il me dit « oui c'est intéressant et tout, parce qu'on peut gagner ». Cazeneuve dit « ok », ministre de l'Intérieur, et Valls dit « non, on parle pas à des bandits comme les Syriens ». C'est une erreur. Et là, je crois qu'il faut arrêter les conneries. Il faut savoir si on veut travailler pour la sécurité de la France ou si on veut nous plomber. Quand je dis en 2011, quand on arrête Farouz Ben Abbès, auteur de l'attentat présumé, donc de l'attentat du Caire, où la petite Cécile Vanier perd la vie, et on arrête Doud Dioxa, sa copine. Mais vous savez, moi, je ne devais pas faire que ça. Je devais faire un attentat au Aubervilliers, un attentat au Bataclan. On est en 2011. Donc je dis, faites-moi une note particulière pour attirer l'attention des pouvoirs publics et dire le Bataclan est une cible parce que le patron a attiré l'attention, parce qu'il défend chaque année au mois de janvier l'armée israélienne et autres. Donc attention, ça clignote très rouge. Pourquoi il n'y a pas eu de continuité avec les suivants ? Il y a un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Manuel Valls. Pourquoi il n'a pas pris en compte tout ça ? Donc là, c'est grave. Et on passe à une revenante, Elisabeth Borne. Et oui, elle nous avait manqué. Notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale, qui a d'ailleurs avoué elle-même, et dès son investiture, qu'elle n'était pas une spécialiste de ces questions. Vous avez reconnu que vous n'étiez pas, je cite, spécialiste des sujets liés à l'éducation. Ça tombe mal quand on est ministre de l'Éducation nationale, non ? Je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qui soit un spécialiste de ces sujets, ou alors on peut repasser en revue les CV de tous. Et en disant ça, je ne dis pas que j'ai déjà travaillé 2 ans au ministère de l'Éducation nationale. Vous dites, on a vu d'autres CV de gens qui n'étaient pas spécialistes de leur sujet. C'est peut-être ça le problème des gouvernements qui sont composés, non ? Non, je pense qu'on peut aussi reprocher à ceux qui sont spécialistes d'être des technos. Donc, vous voyez, à un moment donné, il faut choisir le sens des critiques, et je peux vous assurer de mon engagement sur ces sujets. Et puis on sent bien qu'elle n'est pas vraiment à sa place, notre chère Elisabeth Borne, qui a été envoyée à Mayotte pour tenter de rassurer les habitants. Mais même cette mission semble être une épreuve insupportable pour elle, qui d'ailleurs va jusqu'à tourner le dos à ses détracteurs. Depuis 15 jours, dans tous les bidonvilles ici, Petite Terre, Grande Terre, Kawéni, Cavani, personne n'est venu. Personne. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez aux informations, la réalité, elle est là. Personne n'est monté. Vous pouvez dire ce que vous voulez, personne n'est monté. Et même cette distribution, personne ne les a vues. Elles existent et peut-être que les gens ne sont pas bien informés. Mais attendez, que les gens aillent au point relais, il faut aller... Alors les gens du lycée des Lumières doivent aller au point relais, c'est la mairie de Mamoudzou, c'est 5 km à pied en plein cagnard, 5 km retour, c'est 10 km en plein cagnard sans eau, sans nourriture. C'est impossible, c'est infaisable. Ils diront ce qu'ils voudront. C'est une honte. Voilà. Voilà, et passons au nouveau ministre de l'économie. Éric Lombard, ce socialiste caché, a déclaré récemment être favorable à de nouvelles hausses d'impôts ou encore se sentir comme Spider-Man face à la tâche qui l'attend. Et Éric Lombard n'est pas un profil totalement assumé au sein du PS, notamment pour le premier d'entre eux, Olivier Faure, qui a été piégé en direct sur BFM. Olivier Faure, c'est un peu gonflé quand même. Ah oui, parce qu'il y a à la tête du très grand ministère à Bercy un homme dont en réalité, en sous-main, vous comme d'autres socialistes, faisiez campagne pour qu'il prenne carrément Matignon. Éric Lombard. Mais je ne sais pas qui vous a raconté cette histoire. Nous n'avons jamais fait campagne pour quiconque. Mais non, Olivier Faure, on est sur RMC, on est sur BFM TV, on se dit les choses. Là, il y a 10 jours, je vous ai reçu ici. Oui, j'ai reçu même le lendemain Raphaël Glucksmann. Et tous les deux, en sortant dans les couloirs, lorsque je vous raccompagnais, vous évoquiez la figure d'Éric Lombard. Vous évoquiez la figure d'Éric Lombard comme d'un homme de gauche qui aurait pu avoir votre satisfaction à Matignon. Il est à la tête de Bercy. Vous pouvez pas dire que c'est pas un homme de gauche après m'avoir dit le contraire il y a 10 jours. Et il y a aussi Aurore Berger, nouvelle ministre de l'égalité homme-femme, ou femme-homme, peu importe, qui a tenu à marteler qu'une de ses priorités était l'éducation à la sexualité des jeunes enfants. Toujours dit, parce que vous savez qu'il y a eu des polémiques avec le précédent gouvernement, qu'on avait nécessité absolue d'avoir une éducation à la vie affective et à la sexualité dès le plus jeune âge. Après, évidemment, en fonction de la maturité des enfants, je suis moi-même mère de famille, on n'aborde pas les mêmes choses à la maternelle et au lycée, pour des raisons évidentes. Par contre,
dès la maternelle, on peut expliquer à nos tout petits enfants que personne n'a le droit de toucher leur corps, que personne n'a le droit de leur faire du mal. Ce que veut dire oui, ce que veut dire non. Ça, c'est une nécessité absolue quand on parle du consentement. Ça veut dire apprendre le respect, ça veut dire apprendre l'égalité entre les filles et les garçons. Et encore une revenante, Juliette Méadel, qui s'était illustrée dans le gouvernement de Manuel Valls sous François Hollande, et qui sera cette fois en charge d'arroser les quartiers dits populaires, comme on le fait depuis 40 ans, sans aucun résultat. Elle n'a d'ailleurs pas manqué de se faire recadrer par le criminologue Xavier Hofer sur CNews. La rénovation urbaine et la politique de la ville, aujourd'hui, c'est ne serait-ce que 12 milliards d'euros de l'ANRU. Qu'est-ce que c'est ? C'est on améliore des quartiers en difficulté, on change le cadre de vie et on remet la République au cœur du pays. Par exemple, l'éducation nationale, les mesures du dédoublement des petites classes dans les zones sensibles, par exemple des mesures de reconstruction, par exemple des mesures de lutte contre l'habitat précaire. Tout ça, c'est de l'intervention publique et c'est une politique qui, devinez, a été lancée par Michel Rocard en 1980. Très étonné des propos de Mme Méadel qui n'ont à peu près aucun rapport avec la réalité sur les quartiers sensibles. Quand elle parle de M. Rocard en 1980, il y en avait 200. Aujourd'hui, il y en a 1400. 1400 dans lesquels la criminalité et les fusillades se multiplient. En 2023, Mme Méadel à Marseille, 49 morts. 49 morts par fusillade. Mais alors qu'est-ce qu'on dit ? On dit la même chose ? On non, on dit pas la même chose. On dit que vous avez je dis pas la même chose que vous. Non, vous avez échoué tragiquement. La même vision du bilan. Voilà, vous avez échoué tragiquement et vous continuez à dire la même chose. C'est une forme de gâtisme politique depuis 40 ans. Voilà, ça n'a jamais été aussi grave. Il y a toujours plus de drogue, il y a toujours plus de fusillades et ça n'a jamais été aussi mal dans les quartiers en question. Et encore un qui ne nous avait pas manqué, Gérald Darmanin, le ministre adepte de la dissolution, non pas de l'Assemblée, mais d'associations qu'il juge d'extrême droite et dont le bilan, quand on le retrace, est pour le moins calamiteux, comme le détaille Gabriel Cluzel. Vous savez, Gérald Darmanin, c'est aussi les supporters anglais, Kevin et Matteo, c'est la complainte du si je m'étais appelé Moussa, je ne serais pas arrivé là, c'est la gerbe sur le monument à la gloire du FLN, c'est le ministre qui a fait montre d'un zèle sans faille pour dissoudre les associations d'extrême droite, mais d'une procrastination assez remarquable pour les associations d'extrême gauche. C'est un député qui a été élu avec les voix du nouveau Front populaire. Et bref, face à tous ces profils redondants et pathétiques, les Français sont lassés par ces investitures dont on sait d'avance qu'elles se concluront par un nouvel échec. Et la colère de cet auditeur sur Sud Radio témoigne de cet agacement. Les gens en ont marre de ce système politique et tous les acteurs qui nous ont été proposés dans ce gouvernement, en fait, sont l'incarnation de l'incompétence, de la magouille, de ces jeux d'agenda personnel. En fait, on recycle des choses qui n'ont pas fonctionné. Vous voyez, c'est comme si le panier était percé et qu'on y collait un bout de scotch chaque fois. Franchement, c'est presque risible si c'était pas notre vie, si c'était pas notre pays, notre nation, si on n'avait pas plus de 3 000 milliards de dettes. 3 milliards de dettes, Romain, pour être précis. Vous avez raison. Et face à ce désastre économique et le vote du budget qui s'annonce très sensible, Emmanuel Macron sent bien qu'il s'est mis dans une situation impossible à résoudre, à tel point que son épouse Brigitte alerte sur TF1 que son mari est sensible et qu'il a droit au respect. Et est-ce qu'il a changé ? Changé, non, il est... Disons que parfois ce qu'il entend, ça le meurtrit. C'est très difficile, mais il ne le dit pas. Il garde pour lui. Avant, il parlait beaucoup plus facilement. Maintenant, il ne le dit pas. Et ça, je comprends, parce que s'il y a une chose qu'Emmanuel mérite, c'est le respect. Sur ces belles paroles, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Louis.